Moi, je vais présenter 5 choses. Sur ces 5 choses, il y en a 3. Tout va changer la manière dont on traite ces patients probablement cette année. Il y en a 3 qui sont déjà implémentées directement. On va parler de tumeurs localisées. Dans les tumeurs localisées, le défi, il y en a 2. Un, on aimerait éviter que la maladie revienne, et donc quelle est la place de l'aspirine? 2, quelle est la place de l'immunothérapie pour ces patients-là? Pour les tumeurs métastatiques, comme on va voir, le traitement maintenant se fractionne, c'est-à-dire on va chercher les sous-groupes moléculaires. Vous avez entendu parler de microsatellites instables. Quelle est la place donc de l'immunothérapie pour ces patients métastatiques avec microsatellites instables? Et puis, on voit toute une série de caractéristiques moléculaires, là aussi, quelle est la place des nouveaux médicaments, les thérapies ciblées pour ces mutations BRAF, puis finalement la transplantation hépatique. Première chose, microsatellite instable, tumeur localisée, c'est 15% des patients. D'accord? Donc sur les 4500 cas qui sont en Suisse, on en a 25% qui sont métastatiques, donc ça veut dire que les 75% sont localisés, ça fait 3000 personnes qui ont une tumeur localisée, puis grosso modo, vous faites le calcul, ça veut dire qu'il y en a environ 700 qui vont avoir cette instabilité microsatellitaire. En 2 mots, et de manière très simple, je vais juste allumer le pointeur, voilà, parfait. Étude hollandaise, injection d'une double immunothérapie, 2 semaines après, une injection, chirurgie. Alors, les résultats avaient déjà été publiés dans le New England, ce qui vous donne un petit peu la portée des premiers résultats. 68% des patients n'avaient plus de cancer lorsqu'on les a opérés. Alors, c'est une première avancée, parce qu'après, on va se dire, comment trouver ces 68%? Ont-ils véritablement besoin d'être opérés? Puis après, on voit que ça ne guérit pas tout le monde, il reste les 32 autres pourcents. Mais il y a une question fondamentale, finalement. Ils sont opérés, mais est-ce qu'ils vont récidiver? Aucun n'a récidivé. OK? Donc, très clairement, ça va changer le paradigme à moyen terme. Aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce que je vais aller pêcher ces patients. En tout cas, c'est très clair que ces gens-là n'ont pas besoin de traitement adjuvant après leur chirurgie. On parle donc ici de 3 doses de médicaments, 2 fois l'un et 1 fois l'autre, chirurgie à 6 semaines, aucun n'a récidivé. L'aspirine, vieux médicament, utilisé déjà en Égypte, ça vient du saule pleureur, et puis on le savait pour la prévention primaire, et puis on savait dans ces grandes études de cohorte avec centaines de milliers de personnes, si vous prenez de l'aspirine après votre cancer du côlon, eh ben, il n'y a pas de différence pour les gens qui n'ont pas été forcément screenés. Pour ceux qui sont screenés avec cette mutation-là, le nom est un petit peu barbare, ben vous voyez que les gens qui prendraient de l'aspirine après la chirurgie, et pour autant qu'ils sont porteurs, il y a une différence très très significative. Vous voyez l'ordre ici de la probabilité de décéder d'un cancer ou de décéder toute cause de mortalité. Ça, c'était ces grandes études. Mais après, la question se pose évidemment, est-ce que si on fait l'étude prospective, est-ce que ça change quelque chose? On a eu les résultats il y a un mois à l'ASCO GI à San Francisco. Étude suédoise et qui a recruté 3500 patients, comme vous pouvez voir ici. Alors, il y a plein de couleurs. Pourquoi? Parce que ça représente la diversité moléculaire de nos patients. Puis là, ils ont fait 2 groupes. Un groupe avec cette mutation très particulière, et puis un groupe avec des mutations dans la même branche, mais pas exactement les mêmes. Et puis, comme vous voyez, randomisé, très simple, 160 mg d'aspirine pour 3 ans versus placebo. Ils ont fait les 2 groupes. Et puis, la question, c'était est-ce que la maladie, le cancer, va récidiver? C'est très simple, on divise par 2 le taux de récidive. On divise par 2, vous avez le hazard ratio, on diminue de 50% le risque de récidiver du cancer si vous êtes porteur d'une de ces mutations, ou d'une de ces mutations-là, enfin, le cancer, pardon, et si vous prenez de l'aspirine pendant 3 ans. La Suisse a fait la même étude et nous reproduisons ces résultats. Les résultats seront publiés dans 2 semaines dans un journal d'oncologie appelé Clinical Cancer Research avec une dose de 100 mg pour 2 ans. Donc c'est très clair qu'à très court terme,
On attend encore les données comment dire, de safety, mais très clairement, on va demander à nos collègues de la pathologie de faire le profil moléculaire de tous les cancers opérés et on donnera de l'aspirine à ceux qui peuvent en recevoir pour éviter une récidive. On va maintenant jumper dans le métastatique avec 3 changements de pratique immédiats. Métastatique, quand j'ai commencé en co, c'était comme ça. Métastatique égale chimio. Puis finalement, maintenant, métastatique égale c'est quoi, quelles sont les caractéristiques de ta maladie. Puis vous voyez ici, on a un joli panel. Alors parfois, ça représente quelques dizaines de pourcents, puis parfois, il faut aller vraiment le chercher, 1%. Et de toute façon, on va traiter que ce qu'on cherche, et donc d'où l'importance que tous nos patients aient une caractérisation moléculaire. Et donc moi, je vais vous parler des microsatellites instables. Alors vous voyez, en métastatique, c'est que 5%. Je vais vous parler de ceux-là, les BRAF, qui étaient le pire des pronostics qui existaient. Et puis après, je vais vous parler du tout venant. MSI, 5%, d'accord, des métastatiques. Et là, l'étude, elle est simple. Première ligne, chimio ou la double immunothérapie. Donc celui-là, on le donne que pour 4 injections, puis celui-là, on va le continuer jusqu'à progression, versus immunothérapie toute seule. Alors on va faire en 2 parties. Premièrement, on va regarder est-ce que la double immunothérapie fait mieux que la chimio. Bon, résultat publié dans New England, je crois que c'est très très clair. On a déjà un suivi qui s'approche des 4 ans. La différence est absolument massive. Il n'est plus question de traiter, sauf cas un peu spécial, ces patients par chimiothérapie en première ligne. La première ligne devient l'immunothérapie. Mais maintenant, on peut se dire aussi, et vous le savez très bien, ces immunothérapies ont des effets secondaires. Donc, est-on nécessairement obligé d'en donner 2 ou peut-on en donner qu'une? Et donc ça, c'est la deuxième partie qui a été récemment montrée au Congrès américain. Et là aussi, est publié dans le Lancet il y a maintenant 2 semaines en arrière. Et là aussi, on voit une différence significative. Alors attention, il va falloir un peu d'ajustement. Pourquoi? Parce que c'est très clair que tous ces patients-là peuvent être traités avec une monothérapie d'immunothérapie. Et donc, si on faisait la double, il y a très clairement un overtreatment d'environ 60% de la population. Et donc, il va falloir un peu balancer le risque-bénéfice. Take-home message, c'est première ligne, côlon, métastatique, instabilité microsatellitaire, immunothérapie. Sauf cas très précis. Et puis, en termes de taux de réponse, ici, on parle de 30% de patients qui n'ont plus de cancer, mais comme vous pouvez voir, il est équivalent dans les 2 bras, d'où quand même l'envie, nous, prescripteurs, d'aller comprendre ces données et de demander véritablement des explications pour qui a besoin de la double immunothérapie et qui serait traité par la simple immunothérapie. Deuxième sous-groupe, alors là on augmente un petit peu, on passe à environ 10%, c'était le pronostic le pire dans les cancers du côlon, cette fameuse mutation BRAF qu'on va aussi trouver dans les mélanomes. Et puis là l'étude, comme vous voyez, randomisée, 3 bras, chimio plus une double thérapie ciblée et la thérapie ciblée. Et donc moi je vais vous présenter que cette partie-ci. Et donc l'outcome primaire, c'était à quel moment les patients vont récidiver. Et donc là, ce qu'on voit aussi se dessiner, c'est rapidement, à 6 mois, mais à 1 an, une différence qui va rapidement se faire entre un régime à 4 médicaments versus un régime à 2/3 médicaments. Et donc ça, très clairement, a intégré notre pratique aussi et surtout en raison du taux de réponse. Ici, donc, ça veut dire qu'il y a 40% des patients qui vont avoir une disparition ou une fonte de la maladie. Alors la disparition, c'est la petite barre toute foncée au bout, là. C'est de l'ordre du pourcent. Ça, c'est une réduction. Et puis, chez tous ces patients-là, on voit une fonte beaucoup plus importante de la maladie, des maladies qui étaient encore une fois, à très mauvais pronostic. Et donc, ceci intègre notre arsenal, un quadruplé en première ligne chez ces patients. Et puis, quelque chose qui a fait grand bruit, c'était de se dire,
est-ce qu'il y a un intérêt à la transplantation? Alors c'est important pour plusieurs raisons. C'est important parce que Genève, comme vous le savez, est centre de transplantation hépatique. Et puis c'était quand même un adage où on s'est dit, mais est-ce que vraiment on peut aller transplanter des patients qui ont des métastases? On est aussi heureux d'avoir dans notre équipe de chirurgiens à Genève l'un des co-auteurs de cette étude, le professeur Cauchy, et qui a pu aussi nous donner finalement son interprétation des données. On parle ici d'une population bien spécifique, cancer du côlon métastatique, qui n'ont que des métastases dans le foie, pas de métastases ailleurs que dans le foie. Alors comment ça se passe? Parce que évidemment, ce n'est pas une étude tout à fait simple. Donc le patient va être sélectionné avec un tumor board central, puis il y a une validation indépendante et anonyme, et le patient était en randomisé liste de transplantation plus chimiothérapie ou chimiothérapie. Et puis, c'est vrai qu'après, la chimiothérapie était continuée jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'effet. Et puis, dans la liste de transplantation, comme vous pouvez le voir, le patient était mis sous liste, puis il était prioritisé pour avoir une transplantation dans les 2 mois après la dernière chimiothérapie. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Je pense qu'une information importante pour ceux qui nous regardent et qui se poseraient leurs questions, c'est 157 patients screenés, 36 transplantés. Patients sursélectionnés. D'accord? Ça ne s'applique pas à tout le monde. On ne parle même pas ici des critères d'inclusion à une transplantation. C'est une patientèle extrêmement sélectionnée. Mais néanmoins, l'étude a pu être réalisée. Et puis, en termes de résultats, à gauche, vous avez la survie de ces patients. En rouge, vous avez la transplantation. En bleu, vous avez la chimiothérapie seule. La récidive, comme vous pouvez voir, il y a quand même un grand nombre de ces patients qui vont récidiver. Et à 5 ans, on arrive grosso modo à environ 30 patients sans aucune récidive, mais 60% de patients en vie. Donc, pourquoi je vous amène ça? C'est parce qu'aujourd'hui, très clairement, c'est une discussion qui peut avoir lieu, qui doit avoir lieu pour certains patients. D'ailleurs, on va en discuter un ce soir. Jeune patient, 34 ans, pas de symptômes, côlon métastatique, que des métastases au niveau du foie. Il a une mutation BRAF, il a reçu un quadruplé, il répond très bien, mais il n'est pas résécable. Il n'est pas résécable. La localisation de ces maladies fait qu'il ne peut pas avoir une chirurgie. Et donc, on doit discuter ce soir de savoir est-ce que ce patient, maintenant que ça fait 1 an qu'il est sous traitement, peut intégrer la liste de transplantation. Voilà mes 5 take-home messages, j'en aurai fini. L'aspirine, ça réduit de 50% le taux de récidive pour une population sélectionnée moléculairement. Et ça, il faudra le demander dès cette année. L'instabilité microsatellitaire en néoadjuvant, eh ben, c'est en train d'arriver. Il n'y a aucune récidive post-opératoire, mais pour l'instant, on est encore au balbutiement de savoir comment sélectionner les patients, et pour l'instant, ils doivent tous être opérés. Et puis, là aussi, cette fameuse instabilité microsatellitaire, l'immunothérapie est maintenant notre traitement de référence, c'est 60% de patients en vie à 2 ans. La mutation BRAF, dans une prise en charge un peu plus toxique, là aussi on arrive à 60% de survie à 2 ans, et la transplantation, 60% de survie à 5 ans. Et avec ça, je vous remercie de votre attention.